Je n'oublierai jamais le bruit de cette enveloppe glissant sur la table en chêne. Le papier a chuchoté contre le bois comme une lame qu'on dégaine. Et quand j'ai levé les yeux, Martine souriait. Pas un de ces sourires chaleureux de grand-mère, mais le genre qui disait qu'elle savait quelque chose que vous ignoriez. Elle ne m'a même pas regardé. Ses yeux sont restés rivés sur son fils, mon mari Julien, et elle a prononcé quelques mots qui ont instantanément asséché toutes les conversations autour de la table. Tu devrais regarder ça. Mon estomac s'est noué avant même de comprendre pourquoi. C'était dimanche. Nous avions l'habitude de partager le repas du dimanche chez elle chaque semaine. Un poulet rôti avec un gratin dauphinois, ma fille de 3 ans, Chloé, dans sa chaise haute, écrasant des petits pois avec son minuscule poing. D'habitude, Martine m'ignorait et choyait Chloé comme si elle était un trophée, pas un enfant. Mais ce soir-là, elle avait été étrangement silencieuse. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait l'air presque euphorique, comme un enfant cachant un terrible secret dans son dos. Je me suis dit que je devenais paranoïaque. J'avais tort. Julien a posé sa fourchette. Ses sourcils se sont froncés alors qu'il tirait l'enveloppe vers lui. Elle n'était pas scellée. Martine l'avait déjà ouverte. Elle voulait qu'il voie ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle voulait qu'il le voie devant moi. Je ne comprenais pas encore, mais mes mains tremblaient déjà sous la table. Il y avait quelque chose dans sa façon de lever le menton, dans sa façon de lancer des regards furtifs vers moi puis vers lui, qui me disait que ce n'était pas une carte d'anniversaire. J'ai regardé Julien sortir un document plié. Il y avait un en-tête médical que je ne pouvais pas lire de là où j'étais assise. Mais au moment où ses yeux se sont posés sur la page, tout son corps a changé. Ses épaules se sont raidies. Sa mâchoire s'est contractée. Son visage a d'abord pâli de 2 tons, avant de virer au rouge. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais ce qui a suivi a tout changé. Il lui a fallu presque une minute entière pour lire chaque ligne. Le silence était suffocant. Même Chloé a arrêté de babiller et a fixé son père avec de grands yeux humides. J'avais envie de tendre le bras et de lui arracher le papier des mains, mais quelque chose me clouait à ma chaise. Le sourire de Martine s'est très légèrement élargi, comme si elle regardait un film dont elle connaissait déjà la fin. C'est à ce moment-là que la première véritable vague de peur m'a frappée. Peu importe ce qu'il y avait dans cette enveloppe, elle l'avait planifié depuis des semaines, peut-être plus longtemps. Mais je n'avais pas encore une vue d'ensemble. Pas encore. Julien a fini de lire. Il a posé le papier à plat sur la table, et sa main tremblait. Pendant une longue et terrifiante seconde, il a regardé sa mère, pas moi, elle, la femme qu'il avait élevée, la femme à qui j'avais passé 3 ans à essayer de plaire, échouant à chaque fois parce que je n'étais pas l'épouse qu'elle voulait pour son précieux fils. Et l'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était une trahison si profonde qu'elle ressemblait à un deuil. Puis il m'a regardé et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans ses yeux. Ni accusation, ni doute. De la douleur. Une douleur pure et à vif. Le genre de douleur qui précède l'effondrement d'un monde. J'ai ouvert la bouche pour demander ce qui se passait, mais Martine a parlé là. Première. Sa voix était mielleuse. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air raisonnable tout en vous éviscérant vivante. J'ai juste pensé que tu devrais connaître la vérité, mon chéri. Au sujet de la petite Chloé. J'avais des soupçons depuis un moment, tu sais. Alors, j'ai pris une petite précaution pour la famille.
Mon cerveau n'arrivait pas à connecter les mots soupçon. Précaution, famille. Puis mes yeux sont tombés sur le papier et j'ai vu les lettres en gras en haut, rapport de test génétique. En dessous, le nom complet. De ma fille, Chloé-Marie Lemaire. Âge, 3 ans. Date de prélèvement de l'échantillon, il y a 12 jours. Le jour où Martine avait emmené Chloé au parc pour une journée spéciale grand-mère et l'avait ramenée avec les doigts collants et une sucette à la bouche. Le jour où je l'avais remerciée de m'avoir laissé quelques heures pour avancer sur mon linge. Elle avait fait un prélèvement salivaire sur mon enfant en secret, sans mon consentement, sans que Julien le sache. Elle avait fait un test ADN sur une enfant de 3 ans. La pièce a vacillé. Je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Julien, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il crie, qu'il lui jette le papier au visage. Mais il continuait juste à fixer tour à tour moi et sa mère comme s'il essayait de résoudre un problème de mathématiques sans solution. Et j'ai réalisé avec une clarté écœurante que Martine devait être convaincue que les résultats prouveraient que Chloé n'était pas de lui, que j'avais été infidèle, que ma fille n'était pas son enfant, et que ce serait le moment où il me quitterait. Pour toujours. J'avais envie de crier que c'était un mensonge, que je n'avais jamais touché un autre homme, que Chloé était à lui, avait toujours été à lui. Ne pouvait être qu'à lui. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge parce que je voyais son sourire en coin s'élargir. Et j'ai compris qu'elle se fichait de savoir si c'était vrai. Elle voulait juste semer assez de doutes pour nous briser. Et à la façon dont Julien agrippait le bord de la table, j'ai cru que ça marchait. Je n'avais rien vu venir, mais la vérité était pire que tout ce que j'avais imaginé. Puis Julien a pris la parole. Sa voix était basse, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Maman, quand as-tu fait ça? Martine a lissé une serviette sur ses genoux comme si nous discutions de composition florale. Je te l'ai dit, mon chéri. J'ai juste pris un petit échantillon de sa bouche. Pendant notre sortie. Ça ne lui a pas fait mal. C'était très simple. Je l'ai envoyé par la poste et un laboratoire m'a envoyé les résultats. Je l'ai seulement fait parce que je t'aime trop pour te laisser berner. Tu m'aimes, ah. Répétait Julien sans aucune émotion. Plus que tout, a dit Martine, et pendant une fraction de seconde, sa voix s'est brisée avec quelque chose qui ressemblait presque à de la sincérité. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu élèves un enfant qui ne l'était pas. Arrête. La voix de Julien a traversé la pièce comme une pierre à travers une vitre. Tout le monde s'est figé. Ma belle-sœur, Céline, avait sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Le père de Julien, assis au bout de la table, avait l'air confus et vaguement horrifié, mais il n'est pas intervenu. Il ne le faisait jamais. Julien s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Il a pris les résultats ADN sur la table et les a tenus devant le visage de sa mère, sans crier, sans s'énerver, juste en les tenant là. Ses mains fermes. Tu as lu ces résultats avant de les mettre dans cette enveloppe. Martine a hésité. Son sourire a vacillé. Eh bien, bien sûr que oui. Mais je voulais que tu les voies par toi-même. J'ai pensé que ce serait mieux venant de moi plutôt que d'un rapport froid. Julien a hoché la tête lentement. Puis il a baissé le papier et l'a regardé avec quelque chose que je ne peux décrire que comme une finalité absolue. Alors, tu sais ce que ça dit? Elle a cligné des yeux. Oui, Julien, je sais ce que ça dit. Son ton s'est durci, devenant soudain sur la défensive. La première fissure. Julien a plié le papier. Une fois, puis deux. Il l'a glissé dans sa poche, et puis il a prononcé les mots qui ont fait s'effondrer le visage de Martine comme un rideau qu'on claque.
Tu viens de perdre un fils, maman. Pas une petite fille. Un petit bruit étranglé est sorti de sa gorge. La couleur a quitté ses joues si vite que je pouvais presque voir sa peau virer au gris. Julien a cherché ma main, et je l'ai prise. Ne comprenant toujours pas complètement, toujours suspendu entre la terreur et le soulagement, mais ses doigts étaient forts et rassurants autour des miens. Martine s'est précipitée sur ses pieds, renversant son verre de vin. Le rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme une blessure. Julien, Julien, je t'en prie, j'essayais seulement de te protéger. Tu ne peux pas être sérieux. Il ne s'est pas retourné. Il a soulevé Chloé de sa chaise haute d'un seul bras, et j'ai vu ma fille se blottir dans son cou, totalement ignorante du fait que sa grand-mère venait d'essayer de détruire ses parents. J'ai attrapé mon sac à main. Avec des mains tremblantes. Le reste de la famille est resté immobile, piégé dans l'horreur de ce dont il venait d'être témoin. Et Martine, la femme qui avait passé des années à me faire me sentir minuscule, qui avait comploté pour faire exploser mon mariage lors d'un repas de famille aux yeux de tous, agrippait soudain le bord de la table, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson suffocant à l'air libre. Je t'en prie, a-t-elle haleté. Je t'en prie, ne pars pas, Julien. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Il s'est arrêté à la porte. J'ai senti tout son corps se crisper contre mon épaule. Et pendant une seconde atroce, j'ai cru qu'il allait se retourner et lui donner une autre chance. Mais ensuite, il a déposé un baiser sur la tête de Chloé, et il m'a regardé. Et ce que j'ai vu dans ses yeux a balayé le dernier lambeau de peur que je gardais en moi. On rentre à la maison, a-t-il murmuré. Et alors que nous faisions un pas dans l'entrée, les supplications de Martine se sont transformées en sanglots. Le genre de son brut et désespéré qu'on ne peut pas feindre. Le dîner, la famille, la vie soigneusement construite qu'elle avait bâtie, tout s'effondrait derrière nous. Mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Encore. Ce n'était que le début. Ce que Julien allait faire ensuite allait réduire son monde entier en cendres. Le trajet en voiture pour rentrer chez nous s'est fait dans le silence, à l'exception du doux bourdonnement de Chloé. Dans son siège auto, complètement inconsciente que sa grand-mère venait d'essayer de dynamiter notre famille à la table du dîner. Julien conduisait les deux mains agrippées au volant, ses jointures devenues toutes blanches sous la lumière des lampadaires. J'étais assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, rejoint le visage décomposé de Martine, le verre de vin renversé, le hurlement désespéré qui nous avait poursuivis dans l'allée du pavillon. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que nous avions gagné simplement en partant. Je ne réalisais pas encore que partir n'était que le premier coup de l'échiquier. Le véritable plan a commencé le lendemain matin. Je me suis réveillée pour trouver Julien déjà habillé, assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes, son ordinateur portable ouvert, et les résultats du test ADN posés à plat à côté d'une tasse de café froid. Il n'avait pas dormi. Je pouvais le voir aux cernes sous ses yeux, à la ligne rigide de ses épaules. Quand il a levé les yeux vers moi, il ne restait plus aucune trace de colère. Juste une détermination si froide qu'elle semblait raréfier l'air ambiant. Elle a commis un délit, a-t-il dit doucement. Elle a pris l'ADN de notre fille sans consentement. En France, sous le coup des lois de bioéthique, c'est un délit pénal passible d'une lourde peine. Si elle a payé un laboratoire pour le traiter sous de faux prétextes, c'est de l'usurpation d'identité et de la fraude. J'ai déjà appelé Antoine. Antoine était l'ancien colocataire de faculté de Julien, devenu un avocat en droit de la famille réputé pour être absolument
Sans pitié. Je me suis assise en face de lui, toujours en pyjama, essayant encore d'assimiler le fait que mon mari était passé de fils dévasté à commandant de champ de bataille en l'espace de 8 heures. Mais avant que je puisse parler, il a fait glisser son téléphone sur la table vers moi. Sur l'écran, il y avait le brouillon d'un email adressé à absolument chaque membre de sa famille. Élargi. Tante, oncle, cousin, les associés commerciaux de son père. L'objet du message indiquait ce que ma mère a fait à ma fille. Je l'ai lu. Chaque mot était précis, clinique et absolument dévastateur. Aucune émotion, aucune exagération, juste l'effet stipulant que Martine avait isolé Chloé, avait prélevé de la salive à l'intérieur de sa joue sans autorisation, avait soumis l'échantillon à une société de tests génétiques et avait présenté les résultats lors d'un dîner de famille dans le but de prouver que j'avais été infidèle. Il avait inclus une copie numérisée du rapport ADN. Tout en bas, il avait ajouté: le test a confirmé que Chloé est bien ma fille. Ma mère le savait avant de me le donner. Son but n'était pas la vérité. Son but était de détruire ma femme et le foyer de mon enfant. Je ne le permettrai jamais. Vous devez savoir qui elle est. Vraiment. Ma main a tremblé en lui rendant le téléphone. Julien, si tu envoies ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il m'a regardé et a prononcé des mots que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Il n'y a de toute façon aucun retour en arrière possible. Il a appuyé sur envoyer avant même la fin du petit déjeuner. Dans les 2 heures, son père a appelé. J'ai écouté depuis le couloir pendant que Julien mettait le téléphone sur haut-parleur. La voix de son père était tremblante, incrédule, mais Julien n'a pas flanché. Il a guidé son propre père à travers chaque détail, étape par étape, pendant que je tenais Chloé dans sa chambre et essayais de ne pas imaginer le désastre qui se déroulait à l'autre bout du fil. À midi, Martine avait été bloquée sur absolument tous les canaux possibles, numéros de téléphone, réseaux sociaux, email. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé car Martine n'a pas battu en retraite. Elle nous a attaqués de plus belle. Elle s'est pointée à notre porte d'entrée ce soir-là, le mascara coulant, tambourinant sur le bois des 2 points. J'ai regardé par la fenêtre Julien sortir, fermer la porte derrière lui et se tenir sur le perron comme un mur. Je ne pouvais pas entendre chaque mot. Mais j'en ai saisi des bribes. Tu m'as ruiné, a-t-elle hurlé. Je protégeais cette famille. Cette femme t'a monté contre ta propre mère. Julien n'a pas haussé la voix. Il a attendu qu'elle s'épuise, puis il a dit calmement, tu as jusqu'à demain pour engager un avocat. Nous portons plainte. Ses cris se sont arrêtés. Le silence était plus lourd que le bruit. La procédure judiciaire a avancé plus vite que je ne l'espérais. La collecte non autorisée de l'ADN d'un mineur pour un test privé sans le consentement des parents n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est illégal dans notre pays en vertu des lois sur la bioéthique. Antoine a déposé une plainte officielle auprès du procureur de la République. Le laboratoire que Martine avait utilisé a fait l'objet d'une réquisition judiciaire. Ils ont confirmé qu'elle s'était fait passer pour la représentante légale de Chloé avec l'autorité décisionnelle exclusive. C'était de la fraude. C'était un délit grave. Quand les enquêteurs se sont rendus chez elle pour l'interroger, ses voisins ont vu la voiture de police dans son allée. Pendant 3 heures. L'histoire s'est propagée dans son quartier pavillonnaire. Immaculé comme une traînée de poudre. Mais je veux être clair sur une chose. Les ennuis judiciaires n'ont jamais été la partie la plus brutale. La véritable destruction s'est produite à l'intérieur de la famille.
L'email de Julien a déclenché une réaction en chaîne que personne ne pouvait arrêter. Sa tante, Brigitte, la matriarche de la famille, a convoqué une réunion de famille d'urgence sans Martine. Les accusations ont commencé à pleuvoir. Des cousins se sont manifestés avec leurs propres histoires sur les manipulations de Martine. L'une d'elles a révélé que Martine avait essayé de briser la précédente relation de son fils en fabriquant de fausses preuves d'infidélité des années auparavant. Une autre s'est souvenue que Martine l'avait poussé à faire un test ADN sur son propre enfant parce qu'on n'est jamais trop prudent. Il n'y avait pas que moi. C'était un schéma récurrent, un modèle s'étalant sur des décennies d'une femme qui utilisait les secrets comme des armes et souriait ensuite lors du repas du dimanche. Et puis, le détective privé que l'avocat de Julien avait discrètement engagé à porter le coup de grâce qui a enterré Martine pour de bon. Il a trouvé quelque chose en fouillant dans son passé. Quelque chose qui était resté caché. Pendant plus de 30 ans. Martine s'était toujours présentée comme moralement intouchable. L'épouse parfaite. La mère dévouée qui avait tout sacrifié. Mais le détective a découvert un dossier judiciaire confidentiel dans une juridiction où elle n'avait jamais mentionné avoir vécu une action en recherche de paternité datant d'avant la naissance de Julien. Il s'est avéré que Martine avait accusé son propre premier mari, et non le père de Julien, de l'avoir abandonnée alors qu'elle était enceinte. Il avait exigé la preuve que l'enfant était de lui. Elle avait refusé. L'affaire avait été classée, mais le dossier était toujours là. Et quand le père de Julien l'a vu, il a réalisé que la chronologie ne collait pas. Il a exigé un test indépendant. Julien n'était finalement pas son fils biologique. Je n'oublierai jamais le moment où Julien a appris cette vérité. Il n'a pas craqué. Il est juste resté assis sur le bord de notre lit pendant 10 minutes à fixer le mur. Puis il a dit, elle a passé toute ma vie à me faire sentir que j'avais une dette envers elle. Et pendant tout ce temps, elle mentait sur la seule chose qu'elle utilisait pour me contrôler. C'est à ce moment-là que le dernier fil qui maintenait son monde intact a rompu. Le père de Julien a demandé le divorce dans la semaine. Il a gelé tous leurs avoirs communs. Il l'a retiré du testament de manière totale, légale et irrévocable. La maison qu'elle avait décorée comme un sanctuaire dédié à sa propre importance a été mise en vente avant même qu'elle ne puisse faire ses cartons. Sa paroisse, ses associations caritatives, son club de tennis, tous ont reçu des copies du même email que Julien avait envoyé à la famille. Les invitations se sont taries. Les appels téléphoniques ont cessé. Elle a perdu l'intégralité de son cercle social. Dans le temps qu'il faut pour lire un document de 3 pages. L'affaire pénale a également avancé. Elle a dû accepter une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui a laissé un casier judiciaire permanent, une amende astronomique et 2 ans de prison avec sursis. Il lui a été interdit d'avoir des contacts non supervisés avec des mineurs, y compris sa propre petite fille. Le juge a qualifié ses actions de prédatrices et de préméditées. J'étais assise dans cette salle d'audience et j'ai regardé son avocat plaider là. Clémence pendant qu'elle pleurait dans ses mains. Et je n'ai rien ressenti, ni pitié, ni culpabilité, juste la satisfaction froide et silencieuse de voir la femme qui avait essayé de détruire ma famille récolter exactement ce qu'elle avait semé pour elle-même. Et quand ce fut fini, quand les papiers furent signés, et la maison vendue et qu'elle fut laissée seule dans un appartement de location, sans visiteurs et sans avenir, j'ai enfin compris quelque chose. Elle n'avait pas seulement perdu un fils lors de ce repas du dimanche. Elle a perdu son existence entière. Je ne l'ai pas détruite. Je suis simplement restée aux côtés de l'homme qui a fait le choix qu'elle l'avait forcé à faire.
Elle a essayé de voler l'avenir de ma fille. Alors elle a perdu la moindre miette du sien.